Bonjour Pierre Marchand et bienvenue dans Ça roule, l'émission vélo qui pédale dans la smoule. On sera que deux pour animer cette vélo spéciale contre-la-montre mondiale du contre-la-montre qui aura lieu vendredi. Pas de Nico aujourd'hui, uniquement le TER de Clermont-Ferrand, monsieur Pierre Marchand. Première question, monsieur Pierre Marchand, avant de déballer le sommaire. Comment allez-vous? Salut mon chroniqueur préféré, mon animateur préféré, pardon. Je vais bien. J'ai troqué ma casquette verte pour ma casquette de meilleur grimpeur. Donc voilà, je me sens pousser des ailes en cette belle journée d'août. Et ouais, meilleur grimpeur avec 80 kilos, c'est du jamais vu, hein. Ou enfin, il y a quelques années. Oui, c'est pas du tout représentatif de mes qualités réelles sur un vélo en montagne, comme tu le sais bien. Très bien, Pedro. Eh ben, écoute, je te propose aujourd'hui de parler du contre-la-montre qui aura lieu vendredi. Ça ne t'a pas échappé. On va faire un peu une petite preview de ce contre-la-montre. On va revoir un peu le palmarès des championnats du monde de contre-la-montre, le parcours en Écosse, les favoris et ensuite la question, le débat, la Belgique contre-attaque après la deuxième place de Wout van Aert. Vont-ils être capables de gagner avec Remco Wout van Aert versus le reste du plateau mondial? Eh ben, je te propose tout de suite de commencer, de déballer le palmarès des championnats du monde. Et Allez, je vais essayer de t'apprendre quelque chose, hein, comme dans chaque émission. Les championnats du monde, en fait, ils n'ont pas été créés en 1928, comme les championnats du monde sur route en ligne. Ils ont été créés en 1994, monsieur. Oui, monsieur, 1994. Le premier à avoir gagné les championnats du monde, est-ce que tu le connais? Parce que je sais que tu vois pas ce que je partage. parfois il m'arrive d'avoir des éclairs de lucidité ou de connaissance, et je pense qu'il s'agit de Chris Boardman. Oui, monsieur, le vainqueur à Lille sur le Tour de France, Chris Borman. Et oui, ça c'était Monsieur Prologue. Et Monsieur Prologue, il a gagné le premier championnat du monde en 94. Et à la troisième place, en 94, il y avait un petit jeune de 21 ans qui s'appelait Monsieur Jan Ulrich, le Kaiser. Euh, S'en est suivi plusieurs championnats du monde en 95. Indurain, qui va gagner son premier championnat du monde de contre-la-montre. Et maintenant, en haut du plateau, on a deux coureurs, un Allemand, un Suisse, Tony Martin, le recordman avec 4 victoires, à égalité avec Fabian Cancellara. Pas de surprise à ce niveau-là. On retrouve Michael Rogers qui en a gagné 3, 2003, 2004, 2005 à la suite. Et derrière, parmi ceux qui ont gagné 2 championnats du monde, on a bien sûr un autre Australien, Rohan Dennis et Jan Ulrich, comme je te l'ai dit, qui en a gagné 2 après sa troisième place en 94. Et on a surtout un monsieur Filippo Ganna, qui l'a gagné en 2020 chez lui à Imola et en 2021 en Belgique. Et donc qui peut potentiellement viser la passe de 3 et rejoindre Michael Rogers. Si tu n'y vois pas d'inconvénient, je continue Intéressant. la démonstration. J'y vois un inconvénient. Je t'ai connu plus chauvin. Tu n'as pas mentionné, sauf erreur de ma part, Laurent Jalabert, qui a été champion du monde. Je ne sais pas en quelle année, avant les années 2000. Mais de mémoire, il a eu ce titre de champion du monde sur chrono. Exactement, on ne peut pas t'avoir, tu ne loupes rien. Laurent Jalabert, Je suis en canne 1997. aujourd'hui. Et oui, 1997, on 97. revient encore à Jan Ullrich, l'année où il gagne le Tour de France. Voilà, tout est lié, monsieur. Laurent Jalabert, Sacre. le seul Français vainqueur sur chrono, le seul vainqueur français champion du monde de chrono. Effectivement, merci de le souligner. À ton service. Bon, encore quelques petites anecdotes sur le palmarès. Le plus jeune, c'est Michael Rogers, le triple vainqueur. Il l'a gagné à 23 ans en 2003. Et le plus vieux, c'est Sir Bradley Wiggins, qui l'a gagné à 34 ans en 2014, l'année de la victoire de Nibali sur le Tour de France. Et ce qui est important aussi, voilà, je voulais te présenter un petit peu les vainqueurs et le podium, surtout des 5 dernières années. Et qu'est-ce qui s'est passé les 5 dernières années? Outre que 2018-2019 ont été remportés par Rohan Dennis, Filippo Ganna, on l'a dit, 2020-2021, et Tobias Foss, le Norvégien, l'an dernier en Australie, et
ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a toujours un Belge sur le podium. Kampenaert en 2018, Evenepoel déjà en 2019, Van Aert 2 fois deuxième 2020-2021 derrière Ghana. Voilà, quand c'est pas Van Der Poel, c'est Ghana qui le bat sur le chrono. Et Evenepoel 2 fois troisième aussi en 2021 chez lui en Belgique et en 2022 en Australie, troisième. Donc les Belges, ils tournent autour, mais pour l'instant, ils ne gagnent pas. Un petit commentaire peut-être? Intéressant, je ne pensais pas que les Belges étaient aussi proches de la gagne depuis plusieurs années, même si j'avais en tête au moins Remco et Wout. Mais c'est vrai qu'en Penars, je l'avais complètement zappé, mais c'est peut-être pour vendredi que le titre va enfin revenir en Belgique. Mais ça, je crois qu'on va en discuter un petit peu plus tard. Exactement, Pedro. Je te propose tout de suite qu'on se concentre sur le parcours de ce championnat d'Écosse du contre-la-montre, championnat du monde d'Écosse, championnat du monde d'Écosse du contre-la-montre. Qu'est-ce que je raconte? Championnat du monde de contre-la-montre. Oh là là, oh là 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 là, ça oh là pédale dans la ça semoule. pédale Oh là. fortement dans la semoule. Le parcours, et bah peut-être, bah toi tu le vois pas, mais sache que sur ce petit graphique, et ben en fait on va tourner autour de Stirling sur un parcours de plus de 47 km avec des grands bouts droits. Donc ça n'aura plus rien à voir avec la course de dimanche de cyclocross en milieu urbain. Là, on va pouvoir enfin envoyer des watts et j'ai ajouté, oui, je me suis permis d'ajouter un petit icône qui représente le vent. Voilà, le vent qui sera de 20-25 km/h tout de même ce vendredi après-midi. Donc ils auront 3/4 face sur la grande ligne de départ qui va faire plus de 10 km de ligne quasiment en ligne droite. Et ils finiront 3/4 d'eau pour revenir sur Stirling. Voilà, petite précision. Je ne sais pas si toi ça te fait réfléchir. Je te laisse un petit peu cogiter. Je continue à développer le parcours. Le parcours sur ces 47 km de contre-la-montre, 352 mètres de dénivelé tout de même, donc pas complètement plat, même si ça en fait pas un chrono extrêmement dur. Quand on regarde un petit peu le profil, on peut voir effectivement que on va avoir des côtes, 800 mètres à 3%, on a 400 mètres à 5%, et surtout la petite partie grisée au niveau de Stirling, c'est quoi la partie grisée? Ce sont les 800 derniers mètres qui sont à 5% et sur des pavés. Il n'y aura pas Mathieu Van Der Poel, mais il va falloir quand même s'y fier et ça fera des belles photos. Exactement. Un petit commentaire peut-être sur ce parcours. Est-ce qu'il te plaît? Il t'attire? Qu'est-ce que tu en penses? Et ce qui m'attire, pas forcément, mais c'est pas moi qui vais le faire. Par contre, ce que je retiens, je sais pas si c'est une remarque utile, mais c'est la longueur. Je pense que les années précédentes, c'était des parcours qui étaient plus courts et même au-delà des éditions précédentes. Sur cette année, je pense qu'on n'a pas eu des chronos aussi longs. Et donc, pourquoi j'insiste sur ce point, c'est qu'un effort sur un chrono de 30 bornes ou un chrono quasiment de 50 bornes, c'est pas le même. Donc, ça peut avoir son importance. Voilà, en termes de filière et d'intensité, ça peut être peut-être plus favorable à certains rouleurs qu'à d'autres. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette présentation tout à fait précise du chrono de demain. Il ne manque plus que quelques images Google Maps et je pense que ça sera parfait. Exactement, tu ne loupes rien, effectivement. C'est un chrono un peu plus long que les années précédentes. J'abonde dans ton sens et c'est aussi un peu plus long que ce qu'on peut avoir sur le reste de l'année. Mais je t'ai préparé quelques petites slides pour que tu vois ça et que tu nous donnes ton avis toujours éclairé et éclairant. Tu m'en as beaucoup parlé, j'ai hâte. Là, je suis impatient. Bon, allez, je te propose tout de suite de passer aux favoris. Alors, tu me connais, hein, je suis normand, donc j'ai un peu mis tout le plateau. J'ai pas voulu prendre de risques. Ma difficulté de trancher. Et en tant que bon normand, en 3 étoiles, j'en ai mis 4. Nos deux Belges, Evenepoel Van Aert, Van Aert qui fait 2 dimanches en ligne, et Kung, le Suisse, 5e en ligne dimanche. Et j'ai rajouté bien sûr le double vainqueur 2020-2021, Filippo Ganna. On va en débattre un petit peu plus
plus longuement juste après. Et puis j'ai mis aussi un peu tous les outsiders par rapport aux performances Tu récentes t'es ou pas aux mouillé. Quoi? Alors, je me suis pas mouillé, non, j'ai Ouais, quasi. tu Bah là, t'es pas trop mouillé, ça va. il en manque trois et t'as tout le plateau, t'as toute la start list. J'ai mis Cataneo qui vient de remporter un contre-la-montre. Geraint Thomas qui a juste fini dernier. Joshua Tarling, la petite pépite d'Ineos, qui a fini juste derrière Ghana au Tour de Wallonie sur le contre-la-montre, 8 secondes, donc pas mal. Tadej Pogacar, plutôt en tant qu'outsider que en tant que favori sur des parcours comme ça relativement plats. Il arrive à être placé sur des championnats du monde. Il est souvent placé, il peut faire des top 10, mais bon, il est rarement, il a jamais été gagnant, ni fait de podium. La doublette danoise, Casper Asgreen, Michael Bjerg. Michael Bjerg, on se souvient, il a gagné le Critérium du Dauphiné devant Vingegaard. Notre Suisse, légèrement fantomatique cette année, Bisseguer, d'Education First. Joao Almeida qui fait vraiment des bons chronos cette année, mais je ne sais pas dans quel état il sera après la chute de dimanche en tout début de parcours. Une grosse interrogation sur Almeida, sur ses chances. Tobias Foss, j'ai quand même mis, malgré sa saison également, plutôt fantomatique sur chrono, on va dire, loin de ses On standards. peut le dire. Ouais, fantomatique, loin de ses standards. Je ne sais pas quel est le meilleur thème, en tout cas j'ai mis le Norvégien, aller à 2 étoiles. En tant que Normand, je me mouille pas. Et puis j'ai mis un petit Français, j'ai choisi Cavagna par rapport à ses performances, troisième sur le contre-la-montre du Critérium du Dauphiné, par exemple. Par rapport à cette première liste de favoris très complète, est-ce que tu penses qu'il en manque, ou est-ce que tu aurais peut-être un des outsiders que tu vois un peu plus haut parmi ceux que je t'ai cités? Non, moi je vais être moins normand que toi, mais c'est normal, j'ai pas les mêmes origines. Et avec mes origines auvergnates, je vais être un peu plus tranché. Je pense que le vainqueur est forcément quasiment à 100% dans les 4 que tu évoques avec 3 étoiles. Donc je rayerai de la carte tous les 2 étoiles. Ok, on leur dit même de ne pas commencer le chrono, ils peuvent rentrer chez eux. Alors, avec tout le respect que je leur dois, et ça reste des énormes coureurs, mais je pense que sur ce parcours, et au vu des performances réalisées ces 12 derniers mois, je pense que les 3 étoiles sont quand même un cran au-dessus de tous les autres. Mais peut-être que je me trompe, et la prochaine émission, je ferai amende honorable et j'assumerai d'être une trompette du vélo. Ok, je te propose tout de suite de passer au débat. Enfin, avant de passer au débat, je vais te montrer les résultats 2023 C'est ça que je dans veux voir. le Ouais. monde du chrono. Voilà, pour t'aider un petit peu à te faire un avis, parce que je sais que tu n'as pas travaillé comme souvent. Euh, je t'ai perdu Beaucoup de niveau travail à côté, tu le sais, hein. Ah mince, je t'ai perdu niveau connexion. Bon, tac. Hop, je te retrouve ici. Écoute, c'est pas grave. Les 2 premiers, je te les dirai oralement. C'était le Tirreno Adriatico avec la victoire de Filippo Ganna, mais il n'y avait pas beaucoup de concurrence. Sur un parcours ultra plat de 11 km, il finit devant Kamna et Sheffield. Et le Tour d'Algarve, plus intéressant, qui a eu lieu en février, donc avant le Tirreno. Et Ganna s'était fait battre par Kung et Cavagna sur un parcours de 25 bornes, avec quand même 308 mètres de dénivelé. Donc voilà, c'est juste pour dire que Cavagna il était en forme en début de saison. Et Kung, il a déjà cette première petite victoire dès le mois de février. Ensuite, je me suis un petit peu attardé sur le Giro. Et là, on a notre deuxième grosse cote, deuxième favori qui a performé. C'est Remco qui a gagné les 2 chronos du Giro. Devant Filippo Ganna à la première étape de à peu près 20 bornes, 171 mètres de dénivelé. Il met 20 secondes à Ganna. Derrière, on retrouve notre Joao Almeida qui est de mieux en mieux sur chrono. Tao Gegenhardt qui ne sera pas là. Et Stefan Kung, cette fois-ci, qui est plus en retrait par rapport au Tour d'Algarve. Et 9e étape, Ganna il a déjà abandonné, donc on n'a pas le match Remco versus Ganna sur 35 km, sur un parcours qui était très plat, avec peu de difficultés. Mais Remco, cette fois-ci, qui avait le Covid, et peut-être, je ne sais pas, la grippe, la rubéole et le tétanos, et il a quand même collé une seconde à. Il a gagné, et il a collé donc une seconde à. Enfin, il a collé. Il a battu Geraint Thomas, Gegenhardt, encore une fois, Stefan Kung, cette fois-ci 4e, et un autre
Français Bruno Armirail qui finit quand même cinquième, faut s'en rappeler. Il fait un top 5 sur le deuxième chrono du Giro. Donc ça, c'est pour te donner un petit peu la situation au mois de mai avec le Giro. Et ensuite, ensuite, on va passer sur le Tour de Suisse. Alors volontairement, j'ai pas mis le Tour de Romandie qui avait été le chrono du Tour de Romandie qui avait été remporté par Ayuso parce qu'il y avait pas mal de dénivelé, donc c'est un petit peu trop différent de ce qu'on aura vendredi. Donc je me suis pas attardé sur ce résultat. En ce qui concerne le Mhm. Tour de Suisse, il y avait encore 2 chronos sur le Tour de Suisse. Et là, on retrouve notre ami Stefan Kung qui gagne une deuxième fois et cette fois-ci qui bat Remco, contrairement au Giro. Alors Remco, post-Covid, retour à la compétition, certes, mais il le bat et il bat surtout Wout van Aert. Il met 10 secondes sur le premier chrono. Ouais. On est Après, petite particularité, mais peut-être tu l'avais en tête, c'est le caractère un peu sinueux du tracé sur la première étape. enfin, on en reparlera peut-être tout à l'heure, hein, mais ouais, qui donne un regard aussi différent sur les écarts et les performances qui ont été réalisées. Mais peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Non, c'est bien, merci de ce petit commentaire parce que je ne l'avais pas en tête. Je ne me rappelais plus de cette Ce que je première veux dire étape du par Tour là, de c'est Suisse. qu'un mec comme Kung vire mieux que Remco. Et Remco, d'autant plus qu'il était en reprise, donc je pense qu'il n'est pas forcément à prendre beaucoup de risques dans ses trajectoires. Voilà. Ceci peut expliquer cela, mais ça n'enlève rien à la performance de Stephen Kung sur le Tour de Suisse. Exactement. Et il y avait un deuxième chrono sur le Tour de Suisse, c'était la dernière étape. On s'en souvient. Donc cette fois-ci, c'était le double, 25 km, plus de dénivelé, plus de 360 de dénivelé. Et donc cette fois-ci, c'était encore une fois Ayuso, comme au Tour de Romandie qui s'était imposé. Donc Ayuso, il fera pas le chrono vendredi. C'est juste pour dire que, bon, on le sait, mais Ayuso, il a une capacité énorme sur chrono, puisqu'il bat Remco. Il bat Remco cette fois-ci, donc Remco finit deuxième, deux fois deuxième sur le Tour de Suisse. Derrière, on retrouve Mathias Kelmose, donc ce qui montre que c'était un chrono, mais tout de même avec un petit peu de dénivelé. Et Bicheguer, qui fait, je pense, sa meilleure performance de l'année, quatrième. Wout van Aert, encore une fois, en retrait, 28 secondes sur Ayuso. Et derrière, on retrouve donc un peu plus loin Asgreen et Cataneo, donc qui seront les outsiders que je t'ai nommés précédemment. Et enfin, on va basculer sur les. J'ai pas mentionné le Tour de France et la victoire de Jonas Vingegaard parce qu'il y avait beaucoup de dénivelé, donc ça Oui. ressemble pas à ce qu'on aura vendredi. Euh, et je me suis permis de te noter 3 autres chronos qui ont eu lieu, donc en même temps que le Tour de Suisse, un petit peu avant le Dauphiné, avec victoire de Macalberg. Il y avait encore une fois du dénivelé, 400 mètres sur 31 bornes, 31 km, donc il a eu une démonstration de Macalberg devant Vingegaard. Encore une fois, Rémi Cavagna qui va faire un top 3. Donc intéressant de voir il était quand même en forme sur ce Dauphiné. Et ensuite, les 2 dernières compétitions, mois de juillet, mois d'août, Tour de Wallonie, donc Philippe Ogana qui gagne devant la pépite Joshua Tarling, le récent champion du chrono du Royaume-Uni. Et, et en troisième position, on trouve Connor Swift. Donc on en reparlera peut-être, mais ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il met que 8 secondes à Joshua Tarling. Donc ça, je ne sais pas trop comment l'analyser, parce que sur un parcours qui fait plus de 30 bornes, 280 mètres de dénivelé, Tarling, ça veut dire qu'il est présent, ou ça veut dire que Ghana, il est peut-être pas si fort que ça. C'était quand même au mois de juillet, donc même s'il était en préparation, il est censé arriver dans un état de forme légèrement inférieur, mais proche de ce qui sera proche de son état de forme de vendredi. Et avant que tu commentes, je terminerai juste sur le Tour de Pologne, donc il y avait moins d'adversité. Mais voilà, Mattia Cataneo, un autre Italien qui s'est imposé sur un parcours de 16 bornes, plutôt plat. Derrière, on retrouve Joao Almeida, encore là, qui est vraiment consistant sur chrono, mais de mieux en mieux, je trouve. Et derrière, Guérin Thomas qui pointe le bout de son nez avant vendredi et avant la compétition en Écosse. Voilà, est-ce que tu. Toujours là, Papy Thomas. Eh ouais, Papy Thomas, il est là, paf paf, il disparaît, boum, il apparaît. Euh, Au vu de cette explication peut-être un peu longue, un peu normand, j'ai voulu être exhaustif, rien oublier. Est-ce que déjà tu as des premiers enseignements? Et puis je pense on peut commencer le débat que j'ai mis en bas de la page. Les Belges finiront-ils encore deuxième pour faire référence à dimanche et à la place de Wout van Aert, et encore deuxième pour faire référence aux précédentes deuxième place de Van Aert derrière Ghana en 2020-2021.
la revue de l'intégralité des résultats contre-la-montre World Tour et un peu plus depuis le début de l'année. Est-ce que ça va te permettre de répondre à la question du débat? Les Belges finiront-ils encore deuxième? Est-ce que ça t'a permis de t'éclairer? La France aimerait avoir ton avis. Déjà, bravo Pedro pour le travail effectué. Je trouve que ça permet de factualiser les performances qui ont été réalisées et aussi les écarts entre les principaux prétendants au titre. Ce que je trouve intéressant, en tout cas moi l'enseignement que j'en tire, et c'est un peu ce que j'avais en tête, donc à la limite ça me rassure dans mes pensées, c'est qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie. En tout cas, il n'y a pas un nom qui se dégage par rapport aux autres, ce qui n'était pas le cas certaines années. Je pense notamment à Ghana en 2021. Bon, ça fait pas avancer le public, mais ça rassure sur le fait qu'on a quand même pas mal d'incertitudes par rapport à ce chrono. Là, je suis en train de faire le normand parce que je réponds pas à la question, qui est de savoir est-ce que les Belges vont encore rater le coche. Contrairement à la course en ligne, je pense cette fois-ci qu'on aura un Belge sur la plus haute marche du podium. Tu me donneras ton avis. Mon raisonnement étant le suivant. En fait, par élimination, je trouve que Ghana n'est pas aussi dominateur, comme je viens d'y faire allusion, par rapport à certaines années. Je sais pas, je le vois moins au-dessus cette année. Il est aussi engagé sur la poursuite. Il fait plusieurs objectifs à poursuivre en même temps. On est sur des efforts qui sont quand même un peu différents. Donc, bon, c'est peut-être très théorique, mais je me dis peut-être que cet investissement sur d'autres disciplines et sur la même période uniquement que sur le chrono, sur un effort long quasiment de 55 minutes, 1 heure, peut le desservir. Donc, je ne le vois pas forcément gagner. Stéphane Kung, que j'aimerais voir gagner, je pense malheureusement qu'il a encore un tout petit cran en dessous des deux Belges. J'aimerais me tromper, mais même s'il était en forme sur la course en ligne, même s'il fait cinquième, on en a déjà parlé ensemble. Ok, il fait cinquième, mais il prend quand même 3 minutes dans les carreaux pour Van Aert. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être encore plus en forme que lui. Et ce qui m'amène aux deux derniers prétendants, aux deux Belges, en fait, que je vois sur les deux plus hautes marches du podium. Ah, Mais carrément. sans forcément. Ouais, carrément, ouais, je vois une razzia belge sur le chrono, mais sans pouvoir comme ça les départager. Mais déjà, peut-être tu as une réaction par rapport à ce que je te raconte, et peut-être que ça m'aidera à finaliser mon pronostic de trompette. Mais avant de finaliser ton pronostic de trompette, c'est con ou Ghana qui finit troisième? Euh, je vais faire du Nicolas Delic, notre chroniqueur qui nous manque tant. Je pense que Ghana va crever au 35e kilomètre et qu'il Ouais, va perdre 23 secondes et qu'il va louper le podium pour 2 secondes, et c'est Kung qui va faire troisième. ok. Bon, écoute, j'ai bossé le sujet, hein, tu le sais, moi je travaille. Euh, Je sais. Merci de euh, le rappeler. Écoute, alors par rapport à ta hiérarchie qui se dégage pas trop sur l'année, bon moi je trouve que Remco il est quand même devant les autres parce il les a alignés quand même deux fois au Giro, qui plus est une fois avec le Covid et il doit arrêter le soir même si je me rappelle bien. Il aligne quand même Oui. Ghana, bon, Geraint Thomas, Sameda. Alors c'est sûr qu'il n'y avait pas Van Aert, mais Van Aert il le bat au Tour de Suisse en post-Covid. Van Aert était en préparation Tour de France, mais bon, voilà, Van Aert se fait battre. Et malheureusement, il chute sur le championnat de Belgique et donc il n'arrive pas à vraiment défendre ses chances. C'est Van Aert qui s'impose. Donc pour moi, par rapport à ça, je pense que Remco, moi, c'est vraiment le coureur que je trouve le plus fort sur l'année. Je pense pas du tout que la distance qui se rapproche des 50 km sera un problème pour lui, bien au contraire. Donc, j'aurais tendance à mettre Remco, comme je l'avais dit sur la course en ligne, et ben, cette fois-ci je le remets, mais pour le contre-la-montre en numéro un. Et je vais poursuivre mon argumentation, mon raisonnement. Euh, Ghana, quand il a été champion du monde en 2020 et 2021, il a
gagné tous les chronos du Giro. Il y en a 3 en 2022, en 2021 ou le contraire, je ne me rappelle plus, mais c'est lui qui gagne tous les chronos. Alors il n'y avait pas Remco, il n'y avait pas tout le temps, il n'y avait pas forcément Van Aert, mais c'est lui qui les gagne. Là, cette année, il ne gagne pas le premier, le deuxième, il n'a pas la chance de le disputer. Mais moi, j'y vois un signe. J'y vois un signe et c'est pour ça que je mettrai Remco en numéro 1. Mais Ghana, à mon avis, ne sera pas très loin derrière parce que quand je vois ce profil avec ses grandes lignes droites, je vois déjà l'image de Filippo Ganna qui va appuyer sur les pédales à 60 km/h là, vendredi. Rien qui bouge. Et ça me fait dire que Ganna il finira deuxième derrière Remco. Et en troisième, je vais mettre. Allez, Van Aert. Voilà l'explication que je te donne. Est-ce que toi, ça te convainc? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors sur la hiérarchie qui se dégage, bon, oui, s'il fallait en mettre un en haut, ça serait Remco, mais pour moi, c'est pas très net. C'est pas comme tu l'as dit pour Ghana en 2020 et 2021, où quand il s'alignait sur un chrono, les trois quarts du temps, il gagnait. Là, c'est un petit peu plus nuancé si tu prends le cas de Remco. Il s'est déjà fait battre à plusieurs reprises sur cette année. Alors après, on peut toujours trouver des circonstances atténuantes. Là où je te rejoins, et ça m'aide aussi, on va dire, à finaliser mon choix, puisque c'est la question qui m'était posée, c'est que Remco, ce qui pourrait le desservir, je parle par rapport aux trois autres, si on reste sur les fameuses 3 étoiles, c'est qu'il, techniquement, je le trouve un peu moins fort, il vire un peu moins bien que les trois autres, mais sur le circuit qu'il nous a présenté, brillamment présenté, on constate que bon, il faut, comme tu l'as dit, baisser la tête, rentrer les épaules, être bien héros et appuyer très très fort sur les pédales. Et sur ce type d'exercice, Remco, effectivement, est pas mauvais du tout, pour pas dire exceptionnel. Donc, allez, je finalise mon pronostic et je mets Remco comme toi. Donc, on est d'accord sur la plus haute marche du podium. Après, on a juste un petit désaccord sur les marches restantes du podium. Mais j'ai envie de dire, sur un championnat du monde, ce qu'on retient surtout, c'est le vainqueur. Et oui, belle conclusion. Eh ben, écoute, je te propose de terminer là-dessus. Et puis, comme ça, si vendredi, c'est pas Remco qui gagne, on passera tous les deux pour des trompettes. Ce que l'on est très certainement des trompettes du vélo. Je pense que ça sera pas la première fois et malheureusement, ça sera pas la dernière. Bon, bah Pedro, écoute, d'ici là, repose-toi bien, fais un peu de vélo et Ouais. Rendez-vous vendredi après-midi. Rendez-vous vendredi après-midi ou vendredi soir pour un petit débrief. À bientôt, Pedro. Ciao. Ciao.